le monde va se souvenir de cette attaque au bunker de Frampton, là, deux mineurs, en fait, qui étaient partis vers la région de la Beauce pour s'attaquer au repère des Hells Angels. Il y a un des jeunes, je comprends pas trop ce qui est arrivé, mais il y a un des jeunes qui a perdu la vie dans l'événement. Ça avait un jeune de 14 ans, imaginez. On en parle avec Félix, donc, Félix, il y a eu une autre arrestation dans ce dossier-là. Oui, on commence à avoir fait le tour de la circonférence de ce dossier-là. Rappel des événements 2024, septembre, le jeune homme de 14, l'adolescent de 14 ans, Mohamed Yanni Segouani, de Saint-Léonard à Montréal, avait fait la route vers Frampton, en Beauce, dans le cadre de la guerre des stupéfiants, pour intimider les Hells Angels et leur club école, les Red Devils. Le plan, c'était d'incendier le repère des Hells et de leur club école, de tirer sur ce même repère. Il était accompagné d'un autre adolescent aussi, âgé de 14 ans, et d'un majeur. Alors, 300 kilomètres avec cet objectif audacieux d'intimider les Hells Angels. La victime, dans ça, était affiliée à un gang de rue du nord-est de la métropole qui s'appelle Everybody Gets Killed, qui était sous l'autorité d'un groupe plus large appelé le Haram Power. Et la situation, on s'en rappelle, Mario, a très mal tourné pour les assaillants, parce que l'attaque a échoué, en fait, puis Mohamed Yanis Segouani avait été retrouvé brûlé, criblé de balles sur le terrain appartenant aux Red Devils. C'était sur le 2e rang à Frampton. Puis on a découvert une voiture incendiée un peu plus loin, puis des armes d'assaut de type AK-47 qui ont présumément fait le voyage de Montréal jusqu'à Frampton avec eux. Alors, dans ce dossier-là maintenant, on en arrive à la nouvelle d'aujourd'hui. La Sûreté du Québec a arrêté un autre jeune homme de 18 ans cette fois-là qui serait impliqué dans cette même fusillade-là. Donc, il était recherché pour avoir déchargé une arme à feu, incendie criminel. C'est la 4e arrestation dans le dossier en quelques mois. Mais quand tu dis qu'il a 18 ans, est-ce qu'il a 18 ans aujourd'hui et donc était donc mineur à l'époque? Oui, et il était mineur à l'époque, okay. Il a 18 ans aujourd'hui. Alors, donc... Non, mais ma question, c'est qu'au niveau de la justice, là, il va être jugé comme un mineur. Ben, pour l'instant, à moins que les procureurs de la Couronne demandent à ce qu'il soit jugé comme un adulte, il peut comparaître, là, généralement dans la même chambre, et puis après ça, son dossier peut être déféré maintenant à un tribunal de jeunesse ou un tribunal pour adultes. On verra bien. Mais moi, ce qui m'importe dans ça, Mario, c'est que dans le décès du jeune Mohamed, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé parce que, rappelle-toi, dans ça, il n'y a personne qui a été accusé de meurtre. Hein? Si bien mais que... il y avait toujours l'hypothèse d'un tir ami, là, pas volontaire nécessairement, qui voulait tuer son collègue, mais de maladresse, de jeunes qui savent pas ce qu'ils font. Qui savent pas non plus servir justement de fusil automatique de gros calibre. Là. Tu sais, je veux dire, un AK-47, pour ceux qui connaissent les armes, tirer avec cette arme-là, ça prend une certaine, entre guillemets, formation, pratique ou etc. Mais on ne sait toujours donc pas ce qui s'est passé sur le terrain des Red Devils. Puis ça, il va falloir le savoir quand les procès commenceront, parce que pour le père de ce jeune homme-là, qui était en train de bien mal tourner, il faut bien le dire, il l'a dit lui-même, ça prend des réponses, là. Ouais. Un duo, un couple qui avait la brillante idée d'aller voler des bijoux dans les columbariums. Hey, quand même. Je trouve ça répugnant, cette affaire-là, ce matin. C'est des Lavallois qui, pendant 1 an, auraient réussi à s'introduire par infraction dans les columbariums de la région de Laval pour voler des bijoux, après ça, les revendre. C'est André Diderot-Gustave, Christiana Loudbakis. Alors, ils se sont fait passer des menottes la semaine passée pour ces crimes qui étaient commis depuis 1 an déjà. Donc, une série d'introductions à Montréal, ailleurs au Québec. Il y aurait, eux autres, là, ils ciblent seulement les columbariums. Donc, les columbariums, on le sait, hein, c'est les pièces ou les salles là, dans les centres funéraires où sont exposées les urnes. Alors, beaucoup de bijoux, d'autres items. Et là, mais ils sont accusés de trafic de bijoux maintenant, possession d'outils de Parce que tu dis bijoux, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui a des bijoux qui accompagnent l'urne, un bijou précieux de la personne? Ça. OK, ils vont laisser avec l'urne un bijou, des bijoux. Eux rentraient là-dedans puis ils les prenaient. Ben oui, ouais. T'imagines?
Alors, puis là, après ça, il trafiquait ces bijoux-là. Je veux dire, tous les types de crimes sont permis maintenant. Gustave, en question, essaierait de présenter une défense d'alibi dans ça parce que il se dit qu'il trouvait plutôt de travail lors de certaines de ces introductions par infraction-là. C'est ça qui a été annoncé à la Cour. On verra si ça tient. Et puis, Gustave avait justement, surprise, des antécédents judiciaires en lien avec la fraude. Alors, des amendes, une probation, des travaux communautaires. En terminant, Mario, petite info de Yves Poirier qu'on essaie de confirmer. Il semble qu'aujourd'hui, dans les prisons québécoises, il y a comme un refus de travailler des agents ce matin-là. Ben, ça fait un bout de temps qu'ils sont pas contents, eux, là. Ça fait 3 ans qu'ils sont sans convention collective. Alors, je pense que c'est le cas à Québec, là, pour l'instant, donc Orsainville, Québec. On va voir ce qui se passe à Montréal. Mais de toute façon, les refus de travailler pour des agents correctionnels, ça peut pas durer très longtemps, là. Surtout quand tu es en prison. Oui, effectivement. Merci, Félix. À demain. Au revoir.